Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. Merci d'accorder cet entretien à Tendance Ouest, La Manche Libre et le Courrier Cauchois à l'occasion de votre passage en Normandie. Je voudrais parler avec vous des questions qui touchent les territoires normands caractérisés beaucoup par la ruralité, avec des questions de désertification médicale, de problèmes d'emploi, de logement, de transport public. Mais juste avant, une question sur l'actualité, évidemment, l'Ukraine. La guerre en Ukraine écrase, efface cette élection présidentielle. Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ça risque d'influencer le vote des Français ? D'abord, dire que cette crise en Ukraine est un moment d'une gravité exceptionnelle, puisque la guerre revient sur le continent européen et que c'est un événement qui nous oblige, qui oblige l'Europe à repenser complètement son mode de fonctionnement et à relever un certain nombre de défis, le défi de la paix, le défi de la sécurité en Europe, prendre en main une autonomie stratégique, et puis d'autres défis, le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la souveraineté alimentaire, puisqu'on sait que cette crise aura d'immenses répercussions sur tout le continent européen. Concrètement, je pense à nos compatriotes qui sont aujourd'hui en Ukraine, je pense au peuple ukrainien auquel j'ai manifesté hier mon soutien en me rendant à l'ambassade d'Ukraine. Sur l'élection présidentielle, est-ce que cette guerre va influencer le vote des Français ? Est-ce qu'elle va favoriser le président en place ? Est-ce qu'elle va défavoriser les candidats qui peut-être maintenant ont moins d'espace médiatique pour exister ? De toutes les façons, c'est un moment de responsabilité, cette guerre. Et nous devons être apporteurs de propositions. Moi-même, j'en ai fait un certain nombre, y compris des propositions de sanctions. Et je suis satisfaite de voir que le président de la République a décidé de prendre des sanctions, y compris contre les intérêts des proches de M. Poutine. C'est un moment de responsabilité, mais c'est aussi un moment de vérité. Et on s'aperçoit qu'il y a dans cette élection présidentielle un certain nombre de candidats qui ont une admiration sans borne, voire même une fascination pour M. Poutine. Lesquels ? Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. On dit des paroles extrêmement fortes. Il faut un Poutine français, a dit M. Zemmour. Ils sont donc disqualifiés selon vous ? Il faut que nous menions en France la politique de M. Poutine, a dit Mme Le Pen. Pour moi, cela les disqualifie pour devenir président des Français, président de la France. On ne peut pas défendre les intérêts de la France quand on est sous influence d'un dictateur étranger qui commet des actes aussi brutaux, aussi violents et aussi contraire au droit. Dernière question sur l'Ukraine avant de parler de votre programme. Vous parliez des sanctions. On sait que ça marche pas tellement, les sanctions en général. Est-ce que militairement, la France doit s'exposer dans cette affaire ukrainienne ? Est-ce que c'est son intérêt de s'exposer militairement dans cette affaire ukrainienne ? Aujourd'hui, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN, elle n'est pas dans notre réseau d'alliances militaires. Mais bien évidemment, si le gouvernement ukrainien demande des capacités défensives à la France, ou des capacités humanitaires, il faut être en soutien du gouvernement ukrainien. Ça risque pas de nous exposer, d'exposer le territoire français, Capacité défensive, ça veut dire des armes. Le président Poutine avait l'air de sous-entendre l'autre jour dans son allocution que ceux qui viendraient en aide à l'Ukraine s'exposeraient à des représailles. Moi, je veux une France debout, je veux pas une France à genoux. Et pas une France à genoux devant M. Poutine et ses menaces. Parlons de ruralité. Vous êtes en Normandie, on a 3 grands pôles, Caen, Le Havre, Rouen, mais on a aussi un territoire de campagne, rural, où on ne trouve pas de médecins, où on ne trouve pas de salariés, où on ne trouve pas toujours de logement, où on ne trouve pas de transport public. Je voudrais qu'on parle de ces 4 points successivement. D'abord en termes de santé. Aujourd'hui, dans plusieurs territoires de Normandie, quand on appelle un médecin, il parfois refuse de vous prendre dans sa patientèle. Il dit « je n'ai plus de place ». Quand vous appelez un spécialiste, il vous dit « venez dans 6 mois, dans 9 mois ». Tout ça peut constituer des pertes de chance, des maladies qu'on ne détecte pas. C'est finalement une question de vie ou de mort, parfois, pour certains, puisqu'on parle de maladies graves. Qu'est-ce que vous proposez face à la désertification médicale ? Là encore, on a un système de santé qui est à bout de souffle et qui est tenu à bout de bras par des personnels soignants qui sont épuisés, des médecins qui prolongent leur activité jusqu'à 70, 75 ans. Donc nous devons mettre fin à ces déserts. Pour cela, j'ai proposé de changer complètement le système de santé, de confier ce système de santé aux collectivités locales dans des alliances territoriales de santé où on mettrait autour de la table tous les professionnels de santé et où on les ferait monter en compétences, monter en grade. Il n'y a pas de désert pharmaceutique en France, on peut utiliser les pharmacies. Il y a un réseau d'infirmiers libéraux, il faut leur permettre de pouvoir faire des pratiques avancées de manière beaucoup plus facile. Mais les médecins aujourd'hui s'installent où ils veulent. Et puis sur les généralistes, j'ai un projet de médecin junior, de docteur junior,
demandé à tous les médecins généralistes qui ont aujourd'hui 3 ans de spécialité de faire une 4e année, et cette 4e année de la faire dans des cabinets de groupe ou dans des maisons médicales dans les territoires carencés. Ça ferait 4000 nouveaux médecins généralistes, jeunes médecins, qui arriveraient et qui pourraient arriver dès novembre 2022 sur la base du volontariat, ou bien en 2025 sur la base de l'obligation, puisque ce serait une nouvelle année mise dans les cursus de médecine. Une année et puis ils s'en vont. Ça ne les obligerait pas à rester sur ces territoires qui manquent de médecins ou de spécialistes? 4000 personnes de plus par an. Et l'objectif, on le sait, c'est que quand on fait découvrir un territoire à un jeune, qu'il y reste 1 an, après il peut en découvrir toute la beauté et il peut en découvrir tout le cadre de vie et décider de s'y installer. L'objectif aujourd'hui, c'est de faire découvrir les beautés de la Normandie, par exemple, à des jeunes de la ville. Et il y a une nouvelle aspiration aujourd'hui des jeunes et de leurs familles à vivre au bourg, au village, dans des villes moyennes. Cette aspiration, il faut l'utiliser. C'est l'aspiration post-Covid. Pour cela, je vais mettre en place des outils très puissants, par exemple des prêts à taux zéro, y compris dans des zones qui ne sont pas des zones tendues en emploi, pour pouvoir permettre de racheter, réhabiliter les maisons de centre-village qui sont aujourd'hui détériorées. Et je pense qu'aujourd'hui, la question de la ruralité centrale, ruralité doit rimer avec modernité. Ça veut dire déployer la fibre beaucoup plus rapidement dans le rural, notamment aujourd'hui, d'ici 2024. Vous évoquiez les logements, justement, dans les milieux ruraux. Aujourd'hui, c'est très difficile de trouver un logement. Il y a effectivement eu l'effet Covid. Le marché s'est tendu et les communes sont prises maintenant sur une nouvelle norme qui est le zéro artificialisation des sols. C'est la règle des nouveaux PLUI, plans locaux d'urbanisme intercommunaux. Ça veut dire que si on bitume 100 mètres carrés, il faut rendre à la nature 100 mètres carrés. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que les territoires ruraux puissent se développer? Est-ce que vous reviendrez là-dessus? Absolument, le zéro artificialisation nette en milieu rural est une absolue folie. Moi, je l'ai instauré, le zéro artificialisation nette, dans ma région Île-de-France, bien avant la loi climat, parce que je suis dans une région très métropolitaine, très urbaine, et dans laquelle il fallait protéger les zones agricoles et les forêts. Donc je suis bien placée pour vous dire que ce zéro artificialisation nette, il est utile dans les zones très urbanisées. Mais il est totalement contre-productif dans les départements ruraux, parce qu'il conduit à empêcher la vitalité des villages. Donc il faut absolument revenir sur cette folie du zéro artificialisation nette dans les villages, et il faut donner aux maires la capacité de façonner leur village, leur bourg. Et si les populations ne sont pas contentes du visage de la ville, eh bien, ils les changeront à l'élection d'après. Mais j'ajoute qu'on a besoin de loger les jeunes. Et qu'aujourd'hui, avec ce zéro artificialisation nette, on n'a plus les moyens de loger les jeunes. On n'a plus les moyens de construire en milieu rural. En milieu rural, on n'arrive pas non plus à recruter. Aujourd'hui, les entreprises n'arrivent pas à recruter parce que c'est le plein emploi sur certaines zones de Normandie, parce que les gens qui restent sur le marché du travail, qui restent au chômage, ne sont pas formés. Est-ce que vous, présidente de Région Île-de-France, vous voulez pas nous envoyer un contingent de Franciliens venir habiter la Normandie? Qu'est-ce que vous ferez pour fournir des travailleurs là où il y a du travail? Déjà, il faut effectivement que tous les demandeurs d'emploi, lorsqu'on leur propose une formation vers un métier qu'ils recrutent, l'acceptent. Et s'ils ne l'acceptent pas, qu'on suspende leurs droits. Parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de métiers qui recrutent et il faut qu'on puisse accélérer la conversion vers les métiers qui recrutent. Ça veut dire que vous allez sévériser les conditions d'allocation chômage. Au bout de 6 mois, si on vous propose une formation qui correspond à votre qualification, une formation dans un métier qui recrute, il faudra l'apprendre. Sinon, on se verra suspendre ces allocations. Parce que, il n'y a pas de droit aux allocations chômage. Il y a un devoir de reprendre aussi un emploi. Et puis, de la même façon, les bénéficiaires du revenu de solidarité active, du RSA, devront 15 heures de service d'intérêt général aux collectivités en contrepartie, 15 heures par semaine, contrepartie de leur RSA. Là aussi, on a besoin d'aide, on a besoin de services, que ce soit pour les espaces verts des communes, que ce soit pour aider à toute une série de tâches. Donc nous aurons besoin, avec l'économie sociale et solidaire, de réinsérer les bénéficiaires du RSA qui le peuvent. Dans nos territoires ruraux en Normandie, on est grandement dépendant de la voiture. On arrive gentiment mais sûrement aux 2 € le litre, c'est sûr, c'est une histoire de semaine maintenant. Et on n'a pas de transport public. On doit tous passer à la voiture électrique ?
Alors d'abord, moi ce que je veux, c'est augmenter les salaires, parce que je veux que le travail paye. C'est pour ça que ma première mesure, si je suis élu, ce sera de baisser les cotisations retraite pour permettre une augmentation de 3% des salaires dès l'été. Ça veut dire que pour quelqu'un qui gagne 1 400 € net, il gagnera 500 € de plus sur l'année. Et c'est important, pourquoi ? Parce que je veux qu'il y ait un vrai différentiel entre les revenus d'assistance et les revenus du travail. Je veux qu'on ait un vrai intérêt. Vous allez pénaliser les entreprises ? Non, parce que c'est l'État qui paiera. C'est l'État qui prendra à sa charge cette baisse des cotisations retraite. En échange, je ferai la réforme de l'État et la réforme des retraites. Et je ferai aussi la réforme de l'assurance chômage pour faire des économies par ailleurs. Mais l'important, c'est effectivement que tous ceux qui travaillent retrouvent du pouvoir d'achat par leur travail, pas par des chèques qu'on leur fait avec leurs impôts. Maintenant, sur la question des énergies. Sur la question des énergies, je n'ai malheureusement pas une baguette magique pour permettre de baisser les coûts, les prix de l'essence. Certains candidats, je le sais, annoncent la fin des taxes sur l'essence. Ça coûterait des dizaines de milliards d'euros et personne n'a cet argent. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est d'augmenter les salaires pour permettre à tous ceux qui travaillent de pouvoir payer leur essence et puis de faire la réforme des retraites pour permettre que les retraites soient à nouveau indexées sur l'inflation. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, nos retraités sont, j'allais dire, les grands oubliés de la politique d'Emmanuel Macron. Ils ont vu leurs retraites désindexées par rapport à l'inflation. Or, il faut que les retraites progressent en même temps que les prix, sinon les retraités ne pourront plus payer leurs factures. Juste pour terminer sur les questions énergétiques, on est une région en Normandie où il y a beaucoup de nucléaire, Penly, Gravelines, Flamanville. On a aussi une région en Normandie, peut-être ailleurs, mais en tout cas en Normandie, vous ne faites pas 15 minutes de voiture sans voir des éoliennes. Sur ces deux points-là, quelle est votre position ? Faut-il développer davantage de nucléaire encore, et y compris en Normandie ? On sait qu'il y a des tranches disponibles pour accueillir de nouveaux réacteurs, notamment à Flamanville. Et puis les éoliennes, faut-il continuer à développer des éoliennes dans les campagnes ? Mon objectif, c'est zéro carbone 2050. Il faut sauver la planète et on le doit à nos enfants. Donc zéro carbone 2050, ça veut dire sortir des énergies fossiles. Ça veut dire passer à l'électrique, y compris pour les véhicules. On vient d'en parler. Ce qui supposera d'ailleurs sur les véhicules électriques d'aider les Français à changer leurs véhicules et de créer un marché de l'occasion du véhicule électrique. Parce que les véhicules électriques neufs coûtent beaucoup trop cher. Et puis, il faudra des bornes de recharge électrique sur tout le territoire que je confierai aux régions. Sur le nucléaire... Produire plus d'électricité, ça veut dire quoi ? On ne peut pas se passer du nucléaire. Voilà. Le président de la République a commis une faute en fermant Fessenheim, en annonçant la fermeture de 12 réacteurs nucléaires. Il nous faut 6 EPR. Il faut accélérer l'ouverture de Flamanville. Je sais qu'on a pris beaucoup de retard. Je suis allée visiter le réacteur moi-même. On a pris beaucoup de retard, beaucoup de surcoûts, mais maintenant, ça y est. Faut-il de nouveaux réacteurs nucléaires en Normandie ? Il nous faudra 6 EPR, évidemment, sans doute en Normandie, puisque je sais que le territoire normand est candidat pour accueillir ces futurs EPR. Mais au-delà des EPR, il faudra aussi du renouvelable, plus de renouvelable. Mais sur le renouvelable, alors tous azimuts le renouvelable, puisque je sais qu'il y a aussi un gros investissement sur l'hydrogène vert, du futur, le solaire, la méthanisation, la biomasse. Et les éoliennes ? Et sur l'éolien, en éolien terrestre, le seuil de tolérance dans certains territoires a été atteint. Donc moi, ma position, c'est de dire pas d'éolien sans l'accord des populations. Donc on consultera les populations. C'est ça le critère désormais, vous présidente, ce sera ça, ce sera l'accord des populations. L'accord des populations qui conditionne l'installation de l'éolien, mais sinon on continue les renouvelables et le nucléaire ensemble. Encore 2 questions avant de vous laisser filer à votre meeting. La crise de confiance entre le peuple et les élus, la crise de la représentativité, illustrée par notamment la crise des Gilets jaunes. Vous avez une recette pour mettre fin à cette crise de confiance ? Moi, ce que je dis, je le fais. Voilà. Et dans ma région, tout ce que j'ai dit, je l'ai fait. Oui. C'est la clé, ça a été la clé de ma réélection dans ma région, c'est la clé de ma campagne. Ce que je dis, je le fais. Le président de la République, il zigzague tout le temps. Il dit un jour blanc, un jour. Mais ça veut dire pas de réforme, pas de réforme constitutionnelle, pas de référendum d'initiative citoyenne qu'on s'était demandé par les Gilets jaunes, par le grand débat, pardon. La baisse du nombre d'élus. Je suis favorable à ce qu'on passe à un référendum d'initiative populaire, qui soit un référendum beaucoup plus facile que le référendum actuel d'initiative partagée, qui permettrait de donner davantage la parole au peuple. Et moi, je réutiliserai le référendum. Un référendum sur l'immigration, un référendum sur la sécurité. Parce que à quelle échéance, à quelle date ? Là, à l'automne,
parce que je pense qu'aujourd'hui, le peuple a besoin de retrouver la parole. La question sur... En revanche, je ne tire pas au sort la démocratie. Vous avez déjà les questions concernant le référendum sur l'immigration et le référendum sur la sécurité? Oui, alors sur l'immigration, c'est un référendum qui portera notamment sur les quotas migratoires, avec un principe simple. Les pays qui ne reprennent pas leurs clandestins, c'est 0 visa, parce que les clandestins doivent rentrer chez eux et on doit pouvoir choisir qui on accueille. Et puis sur le référendum sur la sécurité, on mettra dans la Constitution le droit à la sécurité et on y mettra aussi que nul ne peut se prévaloir de son origine ou de sa religion pour s'abstraire de la loi commune. Dernière question, humainement, quelle serait votre qualité qui vous différencie, qui vous distingue par rapport aux autres candidats? Politiquement, vous avez tous des programmes qui vous différencient les uns des autres, vous avez tous des expériences, des trajectoires, chacun peut se faire une idée, mais peut-être si vous pouvez nous révéler une part d'intime de vous, Valérie Pécresse, qui nous dise, voilà, moi je suis peut-être un peu comme ça, j'ai peut-être ça à faire valoir, j'ai peut-être ça que découvriront les Français si je suis élu. Et je regarde chaque Français avec ses forces, mais aussi ses fragilités. Et je pense que ça me vient aussi peut-être de mon grand-père qui était psychiatre et qui soignait les âmes. Et moi, je me suis engagée en politique parce que je déteste l'injustice. Et je veux lutter contre les injustices. C'est pour ça aussi que j'ai été juge. C'était mon métier. Je me bats contre les injustices. Merci Valérie Pécresse.